Tout commence en 1974, quand le producteur Ronald Shusett achète pour 1000 $ les droits de la nouvelle Souvenirs à vendre, écrite par Philip K. Dick en 1966. L'histoire suit Quail, un employé sans histoire qui souhaite se faire implanter de faux souvenirs de missions secrètes sur Mars. Sauf que, il découvre qu'il a vraiment été espion et que sa mémoire effacée cache une conspiration. C'était monté de toutes pièces. À d'autres. Shusett s'associe à Dan O'Bannon pour adapter cette intrigue, mais la nouvelle étant très courte, ils doivent imaginer toute la suite. O'Bannon propose d'envoyer le héros sur Mars, ce qui devient la base du scénario. Problème, ils ne s'accordent pas sur la fin, et malgré l'intérêt des studios, le projet est jugé trop ambitieux et coûteux. Ils mettent donc Total Recall de côté pour écrire Alien, dont le succès leur ouvre des portes, y compris chez Disney, qui refuse aussi de produire le film, faute d'un troisième acte convaincant. En 1982, les droits passent au producteur Dino De Laurentiis. Ce dernier embauche David Cronenberg en 1984, qui planche pendant un an sur 12 versions différentes du scénario. Mais sa vision sérieuse, à la Blade Runner, déplaît. Shusett veut quelque chose de plus fun, dans l'esprit d'un Indiana Jones sur Mars. Les tensions montent, notamment autour du casting. Cronenberg imagine William Hurt, tandis que le studio souhaite Richard Dreyfuss. Le metteur en scène finit par claquer la porte, dégoûté par les conflits et les compromis imposés. On se verra à la fête, Richter. Après le flop de Dune, De Laurentiis cherche à baisser drastiquement les coûts, allant jusqu'à proposer de supprimer toute l'intrigue martienne. Le film reste alors bloqué entre un scénario inachevé, des différends artistiques et un budget jugé trop élevé. En 1987, le producteur pense à nouveau à confier la réalisation à Bruce Rush, mais rejette la fin que ce dernier souhaite, dans laquelle l'atmosphère de Mars devient respirable. Ironie du sort, il engage ensuite Bruce Beresford, qui défend exactement la même conclusion. À cette époque, le scénariste Gary Goldman est approché pour retravailler le script, mais il refuse, préférant se consacrer à Warrior, un projet en cours avec Paul Verhoeven chez la Warner. Beresford, de son côté, prépare une version plus lisse du film, dans un style que Shusett décrit comme à la Spielberg, avec Patrick Swayze dans le rôle principal. Des décors commencent à être construits en Australie, mais tout s'effondre brutalement lorsque la société de Laurentiis dépose le bilan en 1988. Près de 80 personnes perdent leur emploi, et les installations sont détruites. À ce stade, le projet a déjà englouti 8 millions de $ en pré-production et il faut en ajouter 6 de plus pour entamer une procédure de redressement en vue d'une revente des droits. C'est à ce moment qu'Arnold Schwarzenegger entre en jeu. Il entend parler du projet au milieu des années 80. Séduit par l'idée, il commence à s'y intéresser sérieusement pendant le tournage de Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Mais une fois de plus, rien ne bouge, bloqué par un budget jugé trop ambitieux et par le refus de De Laurentiis, peu convaincu que Schwarzenegger soit le bon choix pour le rôle. Monumentale erreur. Mais la donne change avec la faillite. L'acteur saute sur l'occasion et convainc Andrzej Wajda et Mario Kassar, cofondateurs de Carolco Pictures avec qui il vient de tourner Double Détente, de racheter les droits pour 3 millions de $ en incluant les frais déjà engagés. Ça marche. Bien joué, Doug. Il veut absolument incarner Quaid, à condition que le scénario soit remanié selon ses envies. Sa notoriété mondiale justifie désormais un budget conséquent. En avril 1989, Carolco rachète la majorité des actifs de la société de De Laurentiis, lançant enfin la production. Et Schwarzenegger devient un rouage essentiel du projet. Bien qu'il se décrive comme un simple producteur exécutif, sans responsabilité, il s'investit à fond, déterminé à faire aboutir le long métrage. Il touche un cachet compris entre 10 et 11 millions de $, assorti de 15% sur les bénéfices. Le prix de la course est de 18 crédits. T'enverras la note. Séduit par Robocop sorti en 1987, dans lequel il avait d'ailleurs failli tenir le rôle principal, le Terminator choisit Paul Verhoeven pour la mise en scène. Bien que ce dernier ait initialement voulu s'éloigner des grosses productions à effets spéciaux après Robocop, il ne mesurait pas encore l'ampleur du défi technique qui l'attendait. Souhaitant renforcer le scénario, il fait appel à Gary Goldman pour participer aux réécritures. Il s'entoure aussi de plusieurs membres de son ancienne équipe, le chef opérateur Joss Vacano, le décorateur William Sandel et le spécialiste des effets spéciaux Rob Bottin. À ce stade, une trentaine de versions du script existaient déjà. Verhoeven les lit toutes avant d'indiquer à Goldman les éléments à conserver comme base. Verhoeven et Schwarzenegger partageaient la conviction que tout ce qui suivait la scène avec le docteur méritait d'être revu. Le réalisateur voulait introduire une véritable ambiguïté. J'ai peur que vous ne soyez pas réellement ici devant moi. Vous n'êtes pas ici. Et moi non plus, d'ailleurs. Et où sommes-nous? Chéri Cole, ce que vous vivez est une hallucination improvisée que notre banque de mémoire a amorcée, mais dont vous inventez la suite au fur et à mesure. Supposons que vous disiez la vérité et que tout ça n'est qu'un rêve. Dans ce cas, je peux appuyer sur la détente.
Et s'il disait la vérité? Et si Quaid était en train de vivre une crise psychotique sur Terre? Goldman retravaille alors le récit pour qu'il puisse être interprété aussi bien comme un rêve que comme la réalité. Belle connerie. Qu'est-ce qui est une connerie, monsieur Quaid? Le scénariste modifie également le rôle de Benny, initialement un simple conducteur de taxi, en faisant un antagoniste. Eh, faut pas vous faire de soucis pour moi. Je suis de votre côté. Grouille-toi, Benny. Selon lui, les personnages afro-américains étaient souvent cantonnés à des rôles positifs, et cette révélation inattendue permettait de créer un effet de surprise. Le scénario est aussi ajusté pour mieux correspondre à l'image de Schwarzenegger. Goldman cherche à éviter le ton trop léger de certains de ses films précédents. Initialement baptisé Quail, le personnage est renommé Quaid, pour éviter toute confusion avec le vice-président américain Dan Quayle. Il devient un ouvrier du bâtiment au physique impressionnant, et les scènes d'action sont repensées pour mettre en valeur sa puissance en réduisant les séquences demandant agilité ou techniques de combat sophistiquées. Le coordinateur des cascades, Vic Armstrong, qui avait déjà travaillé avec Schwarzenegger sur Conan le Barbare, explique qu'il connaissait bien les limites physiques de l'acteur et savait comment le valoriser à l'écran. De son côté, la star insistait pour éliminer ses ennemis de manière plus inventive, souhaitant répondre aux critiques sur son usage excessif des armes à feu dans des films comme Commando. Merde. Une fois la première version du script finalisée, Schwarzenegger et Shusett trouvent alors que la fin manque d'émotion. Ce ton volontairement distancié vient de Verhoeven, peu concerné par le sort des rebelles martiens et davantage attiré par les aspects psychologiques du récit. Pour répondre à ces demandes, Goldman propose une idée inédite. Faire en sorte que le principal antagoniste coupe l'approvisionnement en oxygène du quartier mutant, apportant ainsi une tension supplémentaire au climax. Après près de 16 années de développement, 7 réalisateurs impliqués, 4 co-scénaristes et une quarantaine de versions du scénario, le projet entre enfin en production. Verhoeven confie le rôle de Richter à Michael Ironside. L'acteur avait déjà auditionné pour le rôle principal de Robocop et s'était vu proposer celui de Bodicker, qu'il avait refusé pour ne pas enchaîner 2 rôles de psychopathe après Extrême Préjudice, sorti en 1987. Rachel Ticotin et Sharon Stone sont choisis pour leur qualité athlétique, jugée indispensable pour ces rôles très physiques. Sharon confiera plus tard que sa silhouette musclée lui valait parfois d'être traité comme un homme sur le plateau. Ça t'apprendra à me faire venir sur Mars. Le rôle de Benny est quant à lui attribué par un biais original. Les filles de Verhoeven sélectionnent l'audition de Mel Johnson Jr. parmi plusieurs candidats. L'acteur, alors fraîchement sorti d'un film d'exploitation afro-américain qu'il qualifie lui-même de catastrophique, découvre le script et, choqué par la description du personnage qu'il qualifie comme un enfoiré noir, jette le texte à travers la pièce. Mais en le relisant, il réalise la complexité du rôle et accepte de passer une audition. Pour incarner Cohagen, Verhoeven fait à nouveau appel à Ronny Cox, déjà présent dans Robocop. Le metteur en scène joue sur l'image rassurante de l'acteur, pour amplifier le contraste avec la cruauté du personnage. Son apparence dans le film est presque accidentelle d'ailleurs. Ses cheveux plaqués en arrière pour un moulage destiné aux effets spéciaux lui donnent une allure qui est juge parfaite pour le personnage. Il convainc même le réalisateur de retourner 2 jours de prise avec ce nouveau look. Le tournage débute entre avril et mai 1989 et s'étale sur une vingtaine de semaines. Fait rare pour une production de cette ampleur, les scènes sont filmées presque entièrement dans l'ordre chronologique. Initialement fixé à 30 millions de dollars, le budget finit par s'envoler et selon les sources, il serait plutôt entre 48 et 80 millions de dollars. La quasi-totalité du tournage a lieu dans le studio Churubusco dans le sud de Mexico, mobilisant 43 acteurs et jusqu'à 500 techniciens répartis sur 45 décors et 10 plateaux. Fidèle à ses habitudes, Verhoeven exige parfois jusqu'à 20 prises pour une seule scène et tolère très peu d'improvisation. Pourtant, certaines séquences comme la mort de Benny n'étaient pas assez précises dans le scénario et ont été largement improvisées. Bien qu'il ait juré de ne plus jamais faire appel à un réalisateur de seconde équipe, après en avoir envoyé 3 sur Robocop, Verhoeven finit par accorder sa confiance à Vic Armstrong pour diriger les scènes d'action. Ce dernier supervise 1200 plans, dont l'ensemble des combats. Le réalisateur se dira pleinement satisfait de son travail. Le tournage s'avère particulièrement éprouvant. De nombreux membres de l'équipe souffrent d'irritations respiratoires causées par la poussière omniprésente sur les plateaux.
Une intoxication alimentaire suivie d'une épidémie de gastro-entérite touche presque tout le monde. Tout le monde sauf Schwarzenegger. Échaudé par une expérience similaire lors de Predator, l'acteur fait importer tous ses repas depuis les États-Unis. Évidemment, ces conditions rendent certains tournages délicats, comme celui des scènes avec Lycia Naff qui incarne la célèbre prostituée aux 3 seins. Malade et affaiblie, l'actrice confie avoir eu envie de pleurer, se sentant particulièrement vulnérable malgré la poitrine factice. Schwarzenegger, de son côté, se blesse au poignet en brisant accidentellement une vitre de train. Un explosif censé fragiliser la paroi n'ayant pas fonctionné, il se blesse pour de bon. Michael Ironside subit quant à lui une blessure plus sérieuse, en percutant un collègue lors d'une scène de poursuite dans un hôtel martien. Il se fracture le sternum et 2 côtes, ce qui interrompt le tournage pendant plusieurs semaines. 2 semaines. 2 semaines. Non pas 2 semaines mais 3 semaines plus tard, un producteur lui demande de revenir. Problème, il ne peut être assuré que s'il prouve sa capacité physique en faisant 50 pompes. Contre l'avis du médecin, l'acteur tente l'exercice. Après 30 répétitions, le médecin l'arrête, estimant que c'est suffisant. Sa première scène après ce retour est celle du combat dans l'ascenseur contre Schwarzenegger. Sur le plateau, Schwarzenegger est réputé pour son humour et sa capacité à détendre l'ambiance. Il organise régulièrement des batailles de boules de neige en polystyrène ou de pistolets à eau pendant les pauses déjeuner. Mais derrière cette décontraction, certaines attentions marquent durablement l'équipe. Ironside se souvient d'un geste touchant. Alors que sa sœur était gravement malade, Schwarzenegger lui propose d'utiliser son téléphone personnel installé dans sa caravane pour rester en contact avec elle, un privilège rare. Il apprendra plus tard que la star appelait lui-même sa sœur pour prendre de ses nouvelles. Initialement prévu pour sortir le 15 juin, le film voit sa post-production accélérée afin d'être avancé de 2 semaines. 2 semaines. L'objectif est clair, éviter la confrontation directe avec Dick Tracy, soutenu par un casting prestigieux. Le monteur travaille d'arrache-pied pour finaliser les 113 minutes de montage à temps. Ce rythme effréné prive l'équipe de projection test, un regret partagé par Verhoeven et Goldman, qui estiment que certaines parties, notamment le 3e acte, auraient pu être ajustées avec davantage de recul. Pour éviter une classification X, plusieurs scènes violentes ou sanglantes sont coupées, dont une version plus longue de la mort de Benny. L'œuvre obtient finalement une classification R, permettant aux mineurs d'y assister s'ils sont accompagnés d'un adulte. Les effets spéciaux sont supervisés par DreamQuest Images, sous la direction d'Eric Brevig. D'autres studios prestigieux comme Metro Light Studios ou Industrial Light and Magic apportent leur savoir-faire. Plus d'une centaine d'effets visuels sont utilisés. Encore balbutiante à l'époque, la CGI n'est employée qu'avec parcimonie, principalement pour la scène de la machine à rayons X. L'essentiel repose sur des techniques physiques ingénieuses. Les taxis automatisés, le déguisement de la grosse dame, les mutants ou encore les scènes de décompression sont tous réalisés sans recours massif au numérique. Parmi les décors les plus ambitieux figure le réacteur extraterrestre, immense et complexe, considéré comme le plus grand jamais conçu pour un long métrage à l'époque. Construit à la verticale pour s'adapter aux contraintes des studios, il reste limité par des plafonds ne dépassant pas les 7 mètres de hauteur. N'y touchez pas. En arrière, reculez. La bande originale est signée Jerry Goldsmith, mais l'enregistrement est interrompu pendant 3 mois pour laisser à Verhoeven le temps de finaliser les scènes à effets spéciaux. Du coup, durant cette pause, le compositeur a travaillé sur la musique de Gremlins 2. Total Recall sort finalement dans les salles américaines le 1er juin 1990. Grâce à la popularité de Schwarzenegger et au budget conséquent de la promotion, le film attire immédiatement les foules. Il s'impose en tête du box-office dès son premier week-end, engrangeant plus de 25 millions de dollars, un démarrage solide pour l'époque. Le long métrage récolte environ 119 millions aux États-Unis et dépasse les 260 millions à l'international. Un score impressionnant, surtout pour une œuvre classée R. Ce succès contribue à asseoir encore davantage la position de Schwarzenegger comme superstar mondial et confirme la capacité de Paul Verhoeven à livrer des blockbusters ambitieux, irrévérencieux et visuellement percutants. Côté critique, l'accueil est globalement positif, bien que partagé sur certains aspects. Beaucoup saluent la richesse visuelle, la direction artistique, les effets spéciaux innovants, qui lui vaudront d'ailleurs un Oscar spécial pour ses prouesses techniques, et l'interprétation des acteurs. Les scènes d'action sont jugées intenses et efficaces, tandis que l'ambiguïté du récit entre rêve et réalité divise mais intrigue. Certains critiques reprochent toutefois un manque de finesse dans le traitement des personnages et une certaine lourdeur dans la mise en scène, mais ça c'est typique du style de Verhoeven.
Mais le film s'impose rapidement comme un classique du genre, et s'attire même les faveurs de plusieurs penseurs de la pop culture qui y voient une réflexion sur l'identité, le contrôle de l'information et la manipulation de la mémoire. 35 ans après sa sortie, Total Recall conserve une puissance de feu intacte. Porté par un Schwarzenegger au sommet de sa carrière, ce cocktail explosif de science-fiction, d'action et de paranoïa reste l'un des blockbusters les plus audacieux de son époque. Derrière son esthétique musclée et ses scènes d'action spectaculaires, le film cache un vrai vertige narratif. Fidèle à son goût du chaos, de la satire et de la violence stylisée, le réalisateur joue ici sur les frontières du réel, brouille les pistes et interroge jusqu'au bout la nature de ce que l'on voit. Sommes-nous face à une mission martienne grandeur nature ou à une illusion implantée dans l'esprit d'un ouvrier en quête d'évasion mentale ? Les effets spéciaux, pour l'essentiel pratiques, tiennent encore fièrement la route. Animatronique, maquettes, maquillage, chaque séquence déborde d'ingéniosité visuelle. Et le tout soutenu par la partition puissante de Jerry Goldsmith. Que demander de mieux ? Mais au-delà du spectacle, Total Recall parle de mémoire, de libre arbitre, d'identité. Et s'il le fait avec la subtilité d'un coup de poing, c'est pour mieux refléter son époque, celle d'un cinéma de genre qui osait encore être intelligent sans oublier de divertir. En un mot, c'est un film à la fois bourrin et brillant, à ranger fièrement aux côtés des grands classiques de la SF.